Vacances, j'oublie tout, moi rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, j'oublie tout, moi rien... Hey, Deficato, des fakes sur les fakes. Et oui, dans la lignée du dernier tuto où on avait regardé la manière dont on se fait biaiser par certains graphiques dans les médias, par exemple au moment des élections, et le tuto numéro 3 où on avait vu comment des politiques nous embrouillent dans de faux débats, on va se pencher cette fois sur la manière dont on peut nous enfumer, et en particulier nos gouvernants, avec des chiffres habilement choisis. Oh mais on va pas travailler. Je pensais que c'était une vidéo de vacances. Mais tu pensais, déjà je crois que tu te surestimes un peu trop, et puis tu t'es cru où? Si tu veux avoir la vie tranquille, va bosser sur des chaînes de top 10, ici on travaille son esprit critique, comme d'hab, hiver comme été, pour être des citoyens éveillés, donc ce sera ambiance cahier de vacances, et voilà. Et toi, tu vas me faire les illustrations, parce que comme ça risque d'être un peu pointu comme épisode, ce sera bien de mettre un peu de couleur. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir 2-3 trucs pour ne plus se faire piéger par les statistiques que nous présentent les communicants, en arrêtant de prendre leurs chiffres au pied de la lettre. Au pied du chiffre, non? Bah tu vois bien que t'as besoin de vacances. Car oui, les embrouilles, elles ne prennent pas de vacances. Exemple récent, le 18 juillet, alors que tout le monde avait déjà la tête dans la crème à bronzer, est sorti le rapport Delvoye de préconisation pour la future réforme des retraites, histoire de prétâter le terrain, parce que c'est un sujet très sensible. Il y a des inquiétudes sur cette histoire de points. Comment garantir que tous les salariés auront le bon montant de retraite à la fin, après la réforme ? Alors cette histoire de points, déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation, il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie? Comme c'est un peu technique, et que le rapport complet avec les annexes fait 237 pages, le ministère sort un petit dossier de presse de 25 pages et des vidéos pédagogiques à l'attention des journalistes, avec déjà ce qu'on appelle des éléments de communication, pour qu'ils n'aient pas trop à se casser la tête en pleine préparation des vacances. Donc, ce dossier leur présente des cas types, des exemples simples, comme celui de Marine, développeuse web au salaire moyen, pour qui on détaille plusieurs hypothèses. Si elle est née en 1981, elle gagnera plus avec ce futur nouveau système qu'avec l'actuel, si elle accepte de cotiser jusqu'à 66 ans, au lieu de prendre sa retraite à l'âge légal de 62 ans. C'est un peu le principe de base de ce projet, de ne surtout pas toucher à l'âge légal de 62 ans, sinon on sait que ça va gueuler partout, mais de pousser à travailler plus longtemps. Et alors, si cette Marine est née en 1990, là, bingo, quelle que soit sa durée de cotisation, elle gagnera plus avec le nouveau système qu'avec l'actuel. Et pareil pour tous les 9 cas types qui sont présentés. En fait, dès qu'ils sont nés après 1990, ils sortent gagnants avec ce nouveau système. Alors évidemment, les médias se sont basés sur ce dossier de presse pour parler du projet, certains ont même repris ces cas types prémâchés. Mais voilà, quelques jours plus tard, un collectif de citoyens qui, lui, ne s'est pas contenté du dossier de presse, mais s'est réellement penché sur le détail du rapport, découvre un petit détail, donc page 142 dans les annexes, ça il fallait les chercher dans les petites lignes, qui n'étaient pas fournies dans le dossier de presse évidemment, et là il est expliqué qu'en fait, dans ces 9 exemples, les montants calculés pour le système de retraite actuel ne sont pas des montants comme on en aurait avec une durée de cotisation de 42 ans, prévu par le système actuel, mais avec des montants artificiellement prolongés jusqu'à 44 ans et 3 mois, comme si tout le monde allait faire ça. Or, ça tombe bien parce que ça accentue la différence entre les montants du système actuel et ceux du système futur. Donc, vous l'avez compris, les calculs présentés en exemple étaient biaisés pour avantager le nouveau système préconisé par le ministère. Alors, ça s'est quand même vu, puisque c'est finalement sorti dans quelques journaux, une semaine après, notamment dans le Parisien, mais un 25 juillet en pleine canicule, ça n'a pas déclenché un gros emballement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, qu'il faut toujours lire les petites lignes, qui que ce soit qui les rédige, y compris le gouvernement, et qu'on ne peut pas toujours compter sur les médias pour le faire, surtout quand les experts sont en vacances ou je sais pas. Là, on le voit, c'est un collectif de citoyens qui a fait le travail et qui en a parlé sur les réseaux sociaux. Du coup, on a toujours intérêt à prendre les devants et ne pas attendre que ça vienne des autres, mais à vérifier par soi-même autant qu'on peut. Bon, encore là c'était un peu technique, il fallait connaître le sujet des retraites pour trouver. Mais on peut se faire très facilement embrouiller par les communicants sur des cas tout simples. Parce que les chiffres et les statistiques, c'est hyper piégeux et pas aussi naturel que ça en a l'air. Et on va en voir quelques exemples. Mais avant ça, je vous connais, je lis vos commentaires, et j'en sens déjà qui sont en train de me dire « Ouais, c'est bon, tu crois que je suis un jambon ou quoi? Tu crois que je me fais piéger par des chiffres? Ah, moi on me la fait pas comme ça !» Très bien, et c'est ce qu'on va vérifier. Donc avant de s'intéresser à ces exemples, on va se faire un petit test, et ne râlez pas, c'est comme ça,
les vacances, il va falloir les mériter. Alors vous avez vu qu'entre juin et août, le prix de l'électricité a augmenté de 7% en 2019. Mais en 2020, le prix de l'électricité va diminuer de 7%. Non, je déconne, hein, ça c'est juste pour le test, parce que dans la vraie vie, on sait bien qu'il va faire qu'augmenter en fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que fin 2020, après diminution de 7%, on sera bien revenu au même niveau de tarif que début 2019 ? Ben, la réponse est non. Et là, si vous avez répondu oui, vous n'avez pas bien suivi le tuto précédent, parce que c'est exactement la même chose que ce joyeux luron de Jean-Paul Chapelle, avec ses additions d'augmentation. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Il faut bien avoir en tête que c'est cumulatif. Donc, en 2020, quand l'électricité va diminuer de 7% au pays des bisounours, ce sera 7%, mais pas du même tarif qu'au départ. 7% du tarif qui a déjà augmenté de 7% en 2019. Donc si le tarif valait 100 € fin 2018, en 2019, il a augmenté de 7%, donc il vaut 107 €, ce qui fait que s'il diminue de 7% en 2020, ce sera une baisse de 7% de 107, autrement dit, une baisse plus importante. Ça fait 7,49 €, si on veut faire le calcul, ce qui ramène donc le tarif à 99,51 € fin 2020. Mais encore une fois, c'est une fiction, hein, ne vous emballez pas. Donc si vous avez trouvé, ça vous fait un point vacances. Casimir est à un entretien d'embauche. Le patron lui explique que le salaire moyen dans son entreprise est de 2500 €, alors que dans les entreprises concurrentes, en général, il est autour de 2200 €. Casimir s'empresse donc de signer. Pourtant, au final, il est payé 2000 €, donc moins que chez la concurrence. Alors, il demande à tous ses collègues, hein, ils sont une dizaine, et tous lui disent qu'ils reçoivent exactement le même salaire que lui. Alors, qui a menti dans l'histoire ? Eh bien, personne n'a menti, simplement, ils ne parlent pas tous de la même chose, c'est souvent le problème quand on parle statistique. Faisons le calcul de la moyenne. On additionne les montants de tous les salaires et on divise par le nombre de salaires. Alors, ils sont 10, plus Casimir a gagné 2000 €, donc ça nous fait déjà 22 000. Et si le salaire du patron est de 8000 €, eh ben en additionnant, ça fait un total de 30 000 € de salaire, divisé par 12 salariés, ça donne bien un salaire moyen arithmétique de 2500 €, comme l'annonçait le patron. Alors que Casimir, lui, il s'attendait à ce que le chiffre donné par le patron soit représentatif de ce qu'il allait toucher, et de ce que touchent les autres employés. Autrement dit, il aurait été plus judicieux de lui annoncer ce qu'on appelle le salaire modal, c'est-à-dire celui qui est le plus fréquent chez les personnes travaillant dans l'entreprise. Ici, pour 11 personnes sur 12, le salaire est de 2000 €, donc le salaire modal est de 2000 €. Alors que quand on calcule la moyenne, bah voilà, dès qu'on va y inclure le salaire du patron qui est quand même démesuré, hein, et ben cette moyenne, elle ne deviendra plus du tout représentative du reste. C'est tout le problème des moyennes, c'est un indicateur qui est très souvent utilisé, à toutes les sauces, mais il a le gros défaut d'être sensible aux valeurs extrêmes. Donc il aurait mieux valu parler du salaire modal, ou du salaire médian, qui est celui qu'on obtient en classant tous les salaires et en prenant le salaire au milieu de la liste. Là aussi, ça aurait donné 2000 €. Et on voit là un piège qui est typique dans l'usage des statistiques, le choix d'un mauvais indicateur et la mauvaise interprétation qu'on s'en fait, même si les calculs sont justes. En tout cas, si vous aviez trouvé ça, vous marquez un point vacances, évidemment. Alors attends, je voulais faire une illustration. Ah, qu'est-ce que tu veux illustrer, toi? Tu t'es déguisé en Casimir? Bah c'est réussi, il manque juste les tâches. Bah comment toi-même, déjà, tu es une grosse tâche? Non, je voulais illustrer la moyenne. Parce que, comme disait Desmond McCall, professeur de maths irlandais, si on fait une moyenne sur tous les êtres humains, bah chaque être humain, il a un sein et un testicule, en moyenne. Alors je l'ai illustré de face, parce que de dos, même si ça aurait fait un joli calipige, on se serait pas forcément rendu compte. Ok, je suis pas sûr que c'était bien la peine de le représenter, parce que... Bah c'est-à-dire, c'est peut-être pas très réussi là, parce que j'ai du mal à voir ce que je dessine avec la combi. Non, mais ça va, c'est bien imagé, hein, on comprend. Simplement, je suis pas sûr que t'avais besoin de nous dessiner des organes sexuels, si on veut pas que la vidéo saute. Bah je sais pas, moi tu me dis d'illustrer. Mais je voulais dire par des exemples, pas forcément par des dessins. Enfin... Merci. De toute façon, cette histoire de moyenne, vous voyez bien que dans tous les cas, essayer de résumer tout un ensemble de données par une seule valeur, c'est illusoire. Hein, pour les littéraires, c'est comme si vous essayiez de résumer en un seul mot toute une hypothèse. Les mises en garde du danger de tout réduire à une moyenne, c'est pas vraiment nouveau. Le célèbre statisticien Hans Rosling l'a souvent fait aussi, notamment dans le documentaire The Joy of Stats, les joies de la statistique, où il nous disait que, en moyenne, l'être humain a un peu moins de 2 jambes. C'est parce que certaines personnes n'en ont qu'une seule, voire aucune, mais personne n'a 3 jambes ou plus.
Sans pour autant les rejeter en bloc, méfiez-vous des moyennes et retenez cette anecdote. Si Bill Gates entre dans un bar, en moyenne, tout le monde y est millionnaire. Ah ben voilà, merci Nathan, ça ce sont des exemples parlants, hein, prends-en de la graine. Nathan est statisticien, docteur en sciences, et il est aussi youtubeur. Il a une chaîne qui s'appelle Le Chat Sceptique, que je vous recommande si vous voulez approfondir le sujet des statistiques, des probabilités ou des pourcentages, apprendre les bons réflexes pour pas se faire manipuler par les promotions dans les supermarchés, ou savoir si toutes les cartes à gratter sont équivalentes. Donc je vous ai mis un lien, vous irez voir, c'est vachement bien. Ou félinement bien. Retour au test. Imaginons qu'on prend l'autoroute des vacances. En 2017, en partant de Paris, le prix du péage était le même pour aller à Troufignac ou pour aller à Sainte-Perpète. Supposons que, en 2018, le tarif de l'autoroute Paris-Troufignac a augmenté de 10%, et qu'ensuite, en 2019, il a baissé de 15%. Alors que dans le même temps, en 2018, le tarif de l'autoroute Paris-Sainte-Perpète a baissé de 15%, puis augmenté en 2019 de 10%. Est-ce que, fin 2019, ces deux tarifs d'autoroute sont toujours les mêmes ? Eh bien la réponse est oui. Vous pouvez faire le calcul pour vérifier si vous voulez. En fait, pour ne pas se faire piéger sur ce type d'opération avec des pourcentages, pensez-les comme des multiplications. Regardez, une augmentation du tarif de 10%, ça revient à le multiplier par 1 plus 0,1. Donc multiplié par 1,1. Et une diminution de 15%, ça revient à multiplier par 1 moins 0,15, donc multiplié par 0,85. Donc, on va prendre notre tarif, et pour Paris-Troufignac, on va le multiplier par 1,1 puis par 0,85, alors que pour Paris-Sainte-Perpète, on va le multiplier par 0,85 puis par 1,1. Mais la multiplication, elle est commutative, hein, vous l'avez appris ça normalement. Donc, ça revient au même de le faire dans un sens ou dans un autre. Et voilà pourquoi c'est la même évolution pour les deux. Et ça fait un point vacances pour ceux qui l'avaient trouvé. Alors, chez ceux qui n'ont pas eu le point, j'en devine qui ont l'œil perdu, là. Hein, ça c'est l'effet vacances. Soirée arrosée, nuit courte, et du coup, bim, on se fait avoir par un exercice niveau 5e. Alors, ils sont là, ils disent « Mais attends, tout à l'heure pour l'électricité, c'était pas pareil ?» Ben si, exactement. Ça revenait à multiplier une fois par 1,07, puis par 0,93. Donc ça aurait pu d'abord diminuer puis augmenter, ce serait revenu au même. Intéressons-nous à présent à la consommation de pommes de terre par les agriculteurs. Je sais que ça vous préoccupe, moi aussi. Il fallait bien qu'on prenne un jour ce problème à bras le corps, et bien voilà, le jour est arrivé. Alors, ce que je vous dis là est inspiré d'une étude faite en France par l'INSEE à la fin du siècle dernier, mais on va simplifier un peu en transposant ça dans un pays imaginaire qui a moins de régions, la Patatie. Dans la région nord de la Patatie, on constate qu'un agriculteur consomme en moyenne 41 kg de patates par an, et qu'un non-agriculteur en consomme 39. Dans la région sud, on constate qu'un agriculteur consomme en moyenne 31 kg de patates par an, et un non-agriculteur 29 kg par an. Alors la question, est-ce qu'il est possible de dire que les agriculteurs consomment en général 2 kg de pommes de terre de moins chaque année que les non-agriculteurs en Patatie et patata? Eh bien oui, c'est possible. Un point vacances si vous l'aviez trouvé. Et que vous êtes capable de l'expliquer, évidemment, sinon vous ne marquerez pas de point du tout. Ou alors, ce sera un point volé, et si vous êtes honnête intellectuellement, ça vous empêchera de dormir. Hein, vous y repenserez ce soir, et quand vous retournerez sur vous-même dans votre lit, ou votre couchette, ou votre tapis de sol, vous vous direz « C'est bien fait, il avait raison, j'aurais pas dû tricher ». Bref, donc, c'est possible qu'en Patatie, même si dans chaque région, les agriculteurs consomment en moyenne 2 kg de patates de plus que les non-agriculteurs, eh bien, au niveau national, les agriculteurs consomment en moyenne 2 kg de moins que les non-agriculteurs, parce que ça dépend de la répartition des agriculteurs dans chaque région. Mettons qu'on ait 100 habitants dans chaque région, si on a par exemple seulement 2% d'agriculteurs en Patatie du Nord, là où ça mange beaucoup de patates, et 14% en Patatie du Sud, où on mange moins de patates, ben en fait les agriculteurs du Sud ont beau manger plus de patates que les non-agriculteurs, ils ne font pas le poids par rapport à tous les non-agriculteurs de Patatie du Nord, qui eux sont plus nombreux, et qui mangent plus de patates qu'eux. Alors, ça semble pas naturel du tout, mais c'est pourtant vrai. Vous pouvez vérifier les calculs si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Ça vient pas d'Homer Simpson, mais de Edward Simpson, qui était un statisticien anglais, et qui avait constaté que quand on étudie une population en la divisant en sous-groupes, comme ici, on peut arriver à des conclusions qui s'inversent dès qu'on se met à étudier la population globale sans faire de groupe.
à cause de facteurs de confusion qui n'apparaissent pas dans les données étudiées localement. Ici, le facteur de confusion, c'est la différence dans la répartition des agriculteurs d'une région à l'autre. Et puis tenez, comme je trouve que mon texte est encore trop facile, et que c'est pas parce que ce sont les vacances qu'il faut se laisser aller à la paresse intellectuelle, on va demander à Nathan s'il veut bien nous rajouter une petite question, en tant que spécialiste des statistiques et de leurs pièges les plus courants. Nathan, si le cœur t'en dit. Il y a quelque temps, un internaute m'a envoyé cette image qui circule sur les réseaux. On nous annonce que la gestation pour autrui, qui consiste à transférer des embryons fécondés in vitro dans l'utérus d'une mère porteuse, est approuvée par 62% d'un échantillon de Français. Alors ne cherchez pas une erreur du genre que les chiffres ne s'additionnent pas à 100% ou que les 3 parties de l'anneau n'ont pas les bonnes tailles. Ceux derrière l'étude, le groupe BVA, ce ne sont normalement pas des rigolos comme BFM TV. Pour un point vacances, je vous invite à réfléchir à ce qu'un journaliste devrait toutefois creuser avant d'extrapoler les résultats à toute la France et de nous pondre un gros titre du genre « 62% des Français adultes sont favorables à la GPA ». En gros, il y a 2 trucs importants à vérifier. 1. La taille d'échantillon. Si trop petite, la conséquence est une marge d'erreur explosive, c'est-à-dire que ce que pense la population dont est issu l'échantillon sera flou. 2. La représentativité de l'échantillon. Ici, niveau taille d'échantillon, on est bon. 1002 personnes, c'est pas trop mal. La marge d'erreur sur les 62% de favorables est d'ailleurs de 3%, c'est-à-dire que l'intervalle qui va de 59% à 65% est quasi certain de contenir la vraie proportion de gens favorables parmi tous les Français adultes. Les marges d'erreur sur les proportions sont au passage les plus faciles à calculer. La procédure est simple. Si la proportion d'avis favorables à un truc dans l'échantillon est notée petit p et que la taille de l'échantillon est notée petit n, alors la marge d'erreur c'est 2 fois la racine carrée à l'écran, ce qui donne bien 3% ou 0,03 dans notre cas. Niveau représentativité, j'ai mené l'enquête et il semble que la méthode utilisée est celle des quotas, ce qui est assez classique. Rien de particulièrement choquant selon moi. Niveau représentativité, les problèmes apparaissent lorsque les personnes interrogées sont des volontaires recrutés sur les réseaux sociaux. Un sondage sur Twitter, par exemple, ça ne mène en général pas à grand-chose, mais malheureusement les journalistes l'oublient souvent. C'est comme ça que l'avis de 1000 personnes sur Twitter devient un titre d'article du genre « Une majorité de Français pensent que blablabla », ce qui est souvent faux. Si vous aviez pensé à vérifier la marge d'erreur ou la représentativité de l'échantillon, vous pouvez vous ajouter un point vacances. Merci Nathan. Mais vous voyez, il n'y a pas de secret en fait, c'est toujours la même chose à chaque tuto et dans tous les domaines. La base, c'est d'aller vérifier. Voilà. Alors, fin du test. Est-ce que vous avez eu 5 points vacances? Si oui, bravo, vous êtes à l'aise avec les pourcentages et les stats, et éventuellement, vous pouvez retourner en vacances. Sinon, ça veut dire que vous pouviez bien faire le mariole au début du tuto à dire moi tu vas rien m'apprendre du tout avec tes statistiques, je croyais qu'on allait faire des trucs sérieux, genre la numérologie du gouvernement, tu ferais mieux de me parler des ministres Illuminati. Ouais, en attendant, pendant que vous cherchez à courir après des licornes, le gouvernement il pourra continuer de vous embrouiller au quotidien comme il voudra, et vous verrez rien venir du tout. Enfin, comme on dit, c'est vous qui voyez, à chacun de choisir quel usage il fait de ses neurones et de son temps sur Terre. Car oui, ce genre de piège des statistiques, on y est confronté fréquemment dans le débat public, et certains communicants n'hésitent pas à en jouer lorsqu'ils donnent des chiffres. Donc la base, c'est de constamment interroger les chiffres, pourquoi on choisit de nous donner tel ou tel chiffre à tel moment, et surtout, d'où vient ce chiffre. Alors on va voir quelques exemples. Bien sûr, vous avez compris qu'on pourrait prendre des exemples chez les politiques en général, ou chez tous les communicants, mais j'ai choisi exprès, dans cet épisode, de ne prendre que des exemples de chiffres biaisés dans la communication du gouvernement français. En fait, ça me fait marrer d'imaginer la tronche de ceux qui étaient allés se raconter que je bosse pour le gouvernement, juste parce que j'ai fait une vidéo où je parlais d'Apollo, quoi. Bref, vous savez peut-être que, outre la réforme des retraites dont on a déjà parlé, cette année, le gouvernement a préparé une réforme de l'assurance chômage, présentée le 18 juin. Alors, revenons en arrière. Le 26 février 2019, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont fait une conférence de presse sur l'assurance chômage pour exposer les raisons qui faisaient qu'ils voulaient absolument faire cette réforme. Il y a des cas où l'allocation chômage peut être supérieure à la moyenne des revenus. Évidemment, tout le monde comprend qu'un taux de remplacement supérieur à 100% n'est pas incitatif au retour à l'emploi. Le taux de remplacement, c'est le taux de votre indemnisation par rapport à votre salaire précédent. Ce dysfonctionnement concerne
un demandeur d'emploi sur 5. Et donc le sujet mérite d'être discuté, documenté en profondeur pour être traité. Voilà, donc la ministre explique au calme qu'il y aurait en France un demandeur d'emploi sur 5, soit 20%, qui toucherait plus au chômage que son ancien salaire. Alors, le chiffre a ensuite été très contesté, y compris par l'UNEDIC, qui est l'organisme chargé par l'État de gérer cette assurance chômage, et qui donc, a priori, connaît bien le sujet. Et du coup, les journalistes, voyant qu'il y avait un clash et une possibilité d'octogone, même si Pénicaud l'UNEDIC, c'était pas exactement Boubacaris, en termes de popularité, ils ont commencé à interpeller la ministre là-dessus, d'où sortait son chiffre. Alors, apparemment, ça venait des données de Pôle emploi, mais la ministre en disait pas plus. Donc, c'était fallacieux, on était à la limite du falafel, là. C'était quasiment ce qu'on appelle une pétition de principe. C'est comme ça parce que je vous dis que c'est comme ça. Donc, dans un cas pareil, en face, on ne doit rien lâcher, c'est la base. Il faut interroger sur la provenance du chiffre pour savoir si on n'est pas en train de nous enfumer. Comme tout à l'heure pour les pensions dans la réforme des retraites. Et c'est donc le premier grand principe à retenir. À toi, illustration. Si tu nous fais pas voir comment t'as calculé, comment on peut savoir que tu veux pas nous... Oh, ça va pas, non? On peut rien te confier, quoi. Je vais le faire. Tu sors le chiffre qui va bien? Moi, je veux savoir d'où il vient. Voilà, sobre, efficace. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le 27 mars, l'UNEDIC, un peu agacé par tout ça, a publié une fiche de synthèse montrant qu'il n'y avait que 4% des allocataires qui se trouvaient dans le cas évoqué par la ministre, et non pas 20%, en appuyant son calcul sur les règles de la convention chômage en vigueur depuis 2017. Et 2 jours plus tard, en réponse, le 29 mars, Pôle emploi a fini par sortir une fiche en précisant bien que c'était à la demande du ministère, pour expliquer comment on pouvait obtenir un chiffre de 20%. Alors, en gros, pour percevoir l'allocation chômage, il faut avoir travaillé au moins 88 jours au cours des 28 derniers mois, ou 36 mois pour les chômeurs de 53 ans et plus. Par exemple, si une personne sur un an a fait ses 88 jours en travaillant juste pendant 4 mois pour 1500 € par mois, ça lui fait un salaire moyen de 1500 € et une allocation de 956 €, qui est bien inférieure à son salaire. Mais là, il choisissait de se reporter au salaire mensuel moyen sur toutes les périodes d'activité, quitte à mélanger des mois où le chômeur a travaillé à temps plein et des mois où il a travaillé genre une demi-journée. Donc par exemple, si sur la dernière année, la personne a fait ses 4 mois à temps plein, et qu'en plus, sur les autres mois, elle a travaillé à temps partiel, un jour par-ci, un jour par-là, même pas grand-chose, par exemple, un jour par mois à 50 € par jour, ça va compter comme des mois travaillés. Et donc là, on va calculer son salaire moyen sur 12 mois. Donc, là pour l'exemple, en tenant compte qu'elle a gagné 4 fois 1500 plus 8 fois 50, ça lui fait un salaire moyen de 533 €, alors que son allocation restera à 956 €. Donc là, évidemment, on est dans un cas qui permet à Muriel Pénicaud de dire que l'allocation chômage est plus élevée que le salaire mensuel moyen, mais on voit que c'est artificiel. Ici, la personne, elle a péniblement gagné 50 € par mois pendant 8 mois. Et où ça paraît assez injuste comme mode de calcul, c'est que ça va concerner des gens dont l'activité est morcelée, qui alternent chômage et emploi très précaire, et qui potentiellement vont même pas toucher l'allocation théorique maximum. Mais voilà, selon Pôle emploi, il serait 21% dans ce genre de cas. Et sur la base de ces constats un peu forcés, la réforme qui a été présentée au mois de juin, sans surprise, est allée dans le sens d'un durcissement des conditions d'accès à l'allocation chômage. Déjà, par rapport à ce qu'on regardait, c'est plus 4 mois travaillés sur les 28 derniers, mais 6 sur les 24 derniers, par exemple. Bref, sur le cas précis dont on parlait, au-delà de ce choix d'un calcul contestable, et bien contesté d'ailleurs par l'UNEDIC, ce qui est frappant, c'est la méthode. D'habitude, une statistique sort, et les politiques la reprennent et la commentent. Ici, on a des gouvernants qui ont commencé par sortir un chiffre sans qu'il ait jamais été publié, puis quelques temps plus tard, sous la pression de ceux qui avançaient un chiffre différent, le ministère a fini par faire publier la méthode pour obtenir son chiffre, qui allait dans le sens du chiffre qu'il avait avancé, grâce à des calculs de moyenne arrangeants. Parce qu'on retrouve bien là le principe qu'on avait vu dans le test, de la moyenne qui est sensible aux valeurs extrêmes, et ici il est exploité en intégrant dans le calcul des valeurs extrêmes qui sont ces petits montants. Attends, tiens, j'ai trouvé comment illustrer la moyenne. Voilà, je prends d'un côté un bac avec des glaçons, puis de l'autre côté un bac où je verse de l'eau bouillante. Bon, mais normalement, pour les températures, si j'écoute ce que me dit la moyenne, si je trempe une main dans chaque, je dois être à l'équilibre. Non, je coupe l'image là parce que sinon la vidéo va être signalée pour bien violente. Bon, alors ça évidemment, il faut pas le refaire chez vous. Ça va? Non, il n'est plus là. Bon, autre cas étonnant, toujours en février 2019,
Muriel Pénicaud, ministre du Travail donc, se félicite par un tweet de la baisse du taux de chômage qui repasse sous les 9% pour la première fois depuis 10 ans au 4e trimestre 2018. Alors, optimisme, ses followers like avec enthousiasme, mais rapidement, des voix s'élèvent, sur Twitter et dans l'opposition évidemment, que quand on regarde les chiffres publiés par Pôle emploi à la même époque, et qui concernent donc ce fameux 4e trimestre 2018, on s'aperçoit qu'en fait, le nombre d'inscrits à Pôle emploi, il revient juste à ce qu'il était il y a un an. Au mieux, si on prend uniquement les inscrits en catégorie A, il revient au niveau de fin 2014. Alors, qui est-ce qui joue du fifre là ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne se réfèrent pas tous au même indicateur, tout simplement. Il y a 2 indicateurs qui existent pour mesurer le chômage et qui sont publiés chaque fin de trimestre. C'est le nombre d'inscrits à Pôle emploi et le taux de chômage au sens du BIT, c'est-à-dire du Bureau international du travail. Et, aussi surprenant que ça puisse paraître, ils n'évoluent pas toujours de la même façon, ce qui est très pratique pour les politiques, parce que comme ça, ils ont toujours moyen de se référer à l'un ou à l'autre selon ce qui les arrange. Alors, en quoi ça consiste ? Le nombre d'inscrits à Pôle emploi, il vient des bases de données administratives de Pôle emploi. Il y a plusieurs catégories de chômeurs. Traditionnellement, on se réfère surtout à la catégorie A, qui sont les personnes sans emploi pendant le mois. Mais il y a d'autres catégories. Les personnes en activité réduite, celles en formation ou en arrêt maladie, ou celles qui ne sont pas tenues de chercher activement un emploi, par exemple les contrats aidés. Et le taux de chômage au sens du BIT, il est issu d'une enquête de l'INSEE qui est faite chaque trimestre, c'est-à-dire un sondage, ni plus ni moins, auprès de 210 000 personnes, et avec une marge d'erreur de 0,3 points. Donc, attention, quand on vous dit qu'il a baissé ou augmenté de 0,1, et il y a un enthousiasme modéré par une marge d'erreur. Et au sens du BIT, un chômeur, c'est une personne de 15 ans ou plus, remplissant des conditions précises, sans emploi pendant une semaine de référence, disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, etc. Du coup, ce sont des gens différents. C'est pas parce qu'on est inscrit à Pôle emploi qu'on est forcément chômeur au sens du BIT. Par exemple, en 2017, Mediapart avait mesuré qu'il y avait 3,4 millions d'inscrits en catégorie A et 2,6 millions de chômeurs au sens du BIT. Donc, attention à pas se faire avoir entre des gens qui comptent des choux et d'autres qui comptent des carottes, parce que là, c'est la porte ouverte aux embrouilles. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de garder 2 mesures, parce qu'en plus on en a une qui est plus fiable, puisqu'elle vient des bases de données d'inscrits. Oui, mais le taux de chômage au sens du BIT, il représente le même profil de chômeurs dans tous les pays, et en plus, c'est une proportion de la population, ce qui permet donc de faire des comparaisons pertinentes d'un pays à l'autre. Donc, c'est pas forcément le même usage pour les 2 indicateurs. Alors, sur les indicateurs de mesure du chômage, il y a eu d'autres facéties il y a quelques années. Les plus âgés s'en souviendront, entre 2005 et 2007, il y a eu pas mal de polémiques sur des petits arrangements par rapport à la mesure du nombre d'inscrits à Pôle emploi. Le gouvernement de Villepin avait mis en place plein de mesures qui cherchaient pas tant à créer de l'emploi qu'à faire disparaître des gens des statistiques, en particulier de la catégorie A, qui est celle qui regardait chaque mois. Donc par exemple, en intensifiant les contrôles, vous pouvez radier plus de gens des listes. Et puis, dès que vous envoyez des chômeurs en formation, ou que vous financez des petits boulots aidés par l'État, ils sortent de la catégorie A pour aller dans une autre. Donc ils sortent des statistiques les plus suivies. Et c'est pour ça que c'est important d'être attentif à ce qu'on vous mesure. Et alors, en 2007, après l'accès à la présidence de Nicolas Sarkozy, là, c'est carrément le calcul du taux de chômage qui a été modifié. C'est-à-dire que jusque-là, l'INSEE s'appuyait en partie sur les bases des demandeurs d'inscrits, et là, il a été décidé qu'elle ne devrait plus se baser que sur le sondage. Or, du coup, mécaniquement, ça a fait perdre directement 1 point à l'indicateur. Et comme Nicolas Sarkozy avait promis de faire baisser le taux de chômage de 9% à 5% à la fin de son quinquennat, là, rien qu'en changeant d'indicateur, il avait déjà fait un quart du chemin sans créer le moindre emploi. Pratique. Alors, ça va mieux ? Ouais, ouais. Dis-moi, est-ce que t'as un thermomètre ? Oui, attends. Parce que là, il y a une bonne illustration à faire. Pour montrer que le malade se porte mieux, le plus simple, c'est parfois juste de changer de thermomètre. Ah bah non, là, ça risque de... Non, mais j'ai rien dit. Ah bah... Remets-toi bien. Oui, j'aurais été mieux en vacances. On change la façon dont on prend les mesures. De n'être pris pour jambon, aussitôt je m'assure. Alors, je pense pas qu'on trouve encore ce bouquin de 2009, Le Grand Trucage, et ça racontait le détail de toutes ces manipulations de l'époque pour faire baisser artificiellement les chiffres du chômage sans créer d'emploi. C'était écrit par Lauren Tata. En fait, c'est le nom d'un collectif de statisticiens de la fonction publique, donc tenus au droit de réserve, et qui, du coup, avaient pris ce nom-là pour témoigner de ce qu'ils avaient constaté. Et c'est un peu pointu, mais intéressant à lire. Ah sinon, vous avez peut-être vu passer cet été cette photo de vacances d'Eric Woerth, l'ancien ministre du budget, qui faisait de l'alpinisme sur la pente vertigineuse d'un glacier. Il y avait des détails qui clochaient un peu, et qui s'arrangeaient par contre dès qu'on redressait la photo. Et après vérification, la pente à cet endroit-là n'était pas vraiment verticale, mais plutôt à 45 degrés. Ce qui est déjà pas mal, mais le cadrage l'avait donc exagéré. Et le guide qui a pris la photo a bien dit lui-même qu'elle était peut-être un peu trompeuse, ce
qu'on est en droit de qualifier un peu d'euphémisme, mais du coup, pourquoi ne pas s'inspirer de cette méthode pour inverser enfin la pente du chômage? Bon, plus sérieusement, un autre bouquin, Statistiques, méfiez-vous, de Nicolas Gaury. Pour ceux que ça intéresse, il creuse bien le sujet tout en restant accessible au grand public. En tout cas, vous l'aurez compris, dans tout ce qu'on a vu, le fake, c'est quand le chiffre devient juste de la pure communication. Des chiffres bien choisis, parfois détournés par des communicants pour cacher une absence de résultat ou cacher les vraies motivations d'un projet. Alors, il faut rester conscient que ça existe, et pour se prémunir de ce genre de manipulation, toujours se poser les questions qu'on a vues. Tu sors le chiffre qui va bien? Moi, je veux savoir d'où il vient. Alors pour ça, au minimum, il me faut la source, et si possible, aller chercher sur cette source la méthode qui a permis d'obtenir ce chiffre. Je me demande si c'est bien le chiffre le plus pertinent par rapport à ce qu'on mesure. Je vérifie si on ne me l'a pas représenté ou interprété de manière biaisée, et je garde en tête évidemment les paradoxes et les erreurs fréquentes en statistique, comme par exemple le paradoxe de Simpson. Allez, un dernier exemple, pour la route, si j'ose dire. Dans l'actualité récente, il y a eu cette fameuse limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Donc, pour mémoire, c'est une mesure entrée en vigueur en juillet 2018, malgré les controverses, Édouard Philippe a tenu bon. Donc, une mesure impopulaire. Regardons maintenant ce qui s'est passé par la suite. On sait qu'en janvier, chaque année tombent les chiffres de la sécurité routière, et qu'en général, l'indicateur qui est repris par tous les médias, c'est le nombre global de morts sur les routes pendant l'année, qu'on peut comparer à celui des années précédentes. Donc le 28 janvier 2019, le Premier ministre nous produit un graphique, dans lequel il va évidemment chercher à forcer le trait pour essayer d'y traduire les effets de sa mesure. Donc, si vous avez suivi le tuto précédent sur les graphiques trompeurs, là vous allez voir, on dirait un exercice d'application de tout ce qui peut aider à biaiser. Alors déjà, il n'y a pas d'axe, et il n'y a même pas de respect de l'échelle. C'est pas une vraie représentation graphique, c'est plutôt une sorte de frise chronologique en descente, quoi. Mais surtout, regardez, entre 2013 et 2018, ce sont quasiment les mêmes nombres. 9 morts de différence seulement, ils sont représentés par un écart de 17 pixels. Et par contre, entre 2013 et 2016, alors qu'il y a 209 morts de différence, et là il y a juste un écart de 34 pixels. Si l'échelle précédente avait été respectée, 34 pixels, ça aurait dû représenter 18 morts de différence, pas 209. Autrement dit, l'échelle est complètement trafiquée pour suggérer qu'il y a eu une baisse qui nous ramène bien en dessous du niveau de 2013, alors qu'en réalité, à la bonne échelle, on serait à peu près à la même hauteur. Donc là, l'idée, on sent bien, c'est d'accentuer la différence pour bien marquer que c'est un chiffre historique, c'est le plus bas de tous les temps, et de loin. On est vraiment dans la grosse communication pas fine. Surtout qu'il y a eu polémique dans les jours qui ont suivi, parce que ça, c'était le chiffre sans compter les dom-toms. En fait, en intégrant les dom-toms, on repassait au-dessus du nombre de morts de 2013. Et le pire, c'est que certains ont fait valoir que ce qui faisait grimper le chiffre, c'était les morts des territoires d'outre-mer, qui n'avaient pas bénéficié de la limitation à 80 km/h, alors que les départements d'outre-mer qui avaient été soumis à la limitation avaient de meilleurs chiffres. Donc au final, ça donnait un argument de plus qui allait plutôt dans le sens de la limitation. Mais on voit bien qu'il fallait prendre le temps de l'expliquer pour comprendre que ça aurait brouillé le message. Alors que l'axe de communication choisi, c'était juste le chiffre historique et point. Donc du coup, voilà ce qu'on peut lire. Fort de chiffres historiques, le Premier ministre défend les 80 km/h. Et par rapport aux gens qui continuent de critiquer la mesure et qui veulent revenir dessus, ou qui veulent l'assouplir, il montre bien qu'il n'a pas l'intention de fléchir. Il serait inouï, a-t-il jugé, de prendre des décisions qui auraient pour impact de faire monter le nombre de morts. Très bien. Seulement voilà, on connaît la suite. Les vrais chiffres qui ont compté au final, ce sont pas ceux de la sécurité routière, qui d'ailleurs étaient plutôt favorables à la limitation quand on regardait dans le détail. Les vrais chiffres décisifs, ça a été ceux-là, les sondages. En période de contestation sociale, il fallait bien lâcher du lest sur quelque chose. Donc, Édouard Philippe, en dépit de sa communication sur des résultats surgonflés et de ses déclarations où il se montrait intraitable, il a fini par lâcher. Ce qui nous permet là encore de relativiser l'importance de ces chiffres dans le débat public. Tu me joues fifre et tambourin, mais qu'en restera-t-il demain? Pour les décideurs, il y a une hiérarchie. Il y a les chiffres qui comptent, et puis les autres, qui échouent dans les strates inférieures, parmi les sédiments et les squelettes de coccolithophoridés. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto, mais même sur la route des vacances, on peut continuer à faire preuve d'esprit critique. Alors on a parlé des limitations de vitesse, de la sécurité routière, il y a un autre point du problème qui irrite beaucoup les Français, ce sont les radars automatiques. On a beaucoup dit, ce sont des pompes à fric, ok, mais on peut dire aussi ça et là que ce seraient des équipements anxiogènes. Alors, j'ai voulu vérifier ça par l'expérience, je roule actuellement sur une route à plusieurs voies avec séparation centrale, limitée à 110 km/h, et je vais m'arrêter ici. Voilà, juste ici devant un radar automatique. Alors, qu'est-ce qu'on constate à cet endroit précis? Bon, rien de spécial, Ah,
Ah bah si, hein, vous l'entendez peut-être là. Si effectivement, il y a un peu de nervosité autour. Hein. Là, là, on sent bien que les gens sont en situation de stress à l'approche de cet équipement anxiogène. Alors, écoutez tous ces coups de klaxon. Alors, après attention, est-ce qu'il n'y aurait pas là un facteur de confusion, quelque chose d'autre qui influe? Parce que par exemple, ça pourrait pas être dû, je sais pas, aux ondes électromagnétiques qui sont envoyées par le radar pour mesurer la vitesse des véhicules. Peut-être que tous ces gens là qui klaxonnent sont électrosensibles. Et si on voulait faire une mesure statistique efficace, il faudrait... Ah ben voilà, vous voyez quand on dit que c'est dangereux les radars. Qu'est-ce que... Excusez-moi, est-ce que vous êtes électrosensible? Non, je vous demande si vous êtes... Oh là là. Ouais. Écoutez, voilà, On peut plus faire d'expériences rigoureuses, Les gens sont devenus complètement réfractaires à toute approche scientifique. Tu m'étonnes qu'après on doit se rabattre sur des données bidons. Ça me débecte, ça. Bon, écoutez, bonnes vacances, soyez prudents sur les routes, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique.